Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la préparation de la manipulation qui s'intitule Mesure de résistance électrique inconnue. Cette préparation va vous aider à préparer le compte-rendu, préparer la manipulation à l'avance. Il va vous aider aussi dans le tracé de la caractéristique tension-courant. Alors, le but de cette manipulation, c'est la mesure de résistance électrique inconnue avec la méthode de la caractéristique V égale à F de I. Je tiens à préciser que c'est la méthode de la caractéristique V égale à F de I parce qu'il existe d'autres méthodes pour mesurer une résistance inconnue, notamment la manipulation du pont de Wheatstone. Alors, je vais vous exposer le montage électrique. Alors, le montage électrique de la manipulation mesure de résistance électrique inconnue, avec la méthode de la caractéristique, il comprend les composants suivants. Donc, vous avez un générateur de tension, vous avez un rhéostat qui a 3 bornes, une borne noire, une deuxième borne noire et une borne rouge. Et vous avez un ampèremètre. Vous avez la résistance inconnue, dont vous cherchez la valeur, et vous avez le voltmètre. Je tiens à noter deux choses importantes. Un ampèremètre, il est toujours branché dans une branche. Et un voltmètre, il est branché en parallèle à un composant dont on veut mesurer la différence de potentiel entre les deux bornes. Alors, je vais résumer un petit peu les éléments, le rôle de chaque élément. Donc, le générateur, il fournit une tension E constante entre ces deux bornes. Le rhéostat, c'est une résistance. Mais c'est une résistance qui permet l'échantillonnage de la tension. Je m'explique. Alors, c'est un composant, une résistance qui a 3 bornes, comme j'ai dit. Donc, j'ai une première borne noire, une deuxième borne noire et une borne rouge qui permet l'échantillonnage de la tension. Un ampèremètre, donc l'ampèremètre, alors il permet la mesure de la valeur du courant I. Alors, il permet la mesure de la valeur du courant I dans cette branche. D'accord? Vous avez la résistance inconnue. Je rappelle que l'unité d'une résistance, c'est l'ohm, qui est équivalent à une tension divisé par un courant. Et vous avez le voltmètre. Alors, le voltmètre, il permet la mesure de la valeur de la tension V entre les deux bornes de la résistance inconnue. Donc,
Maintenant, je vais parler un petit peu de l'ampèremètre. Alors, puisque je branche l'ampèremètre dans une branche, alors j'ai intérêt à ce que la chute de tension entre le point A et le point B soit nulle. D'accord? Donc, un ampèremètre idéal a une résistance interne nulle. C'est-à-dire la résistance interne de l'ampèremètre est égale à 0. Alors, dans ces conditions, vous aurez VA moins VB, elle est égale à la résistance interne de l'ampèremètre multiplié par le courant qui traverse la branche, elle est égale à 0. Ça, c'est l'ampèremètre idéal. Donc, j'ai intérêt à ce que l'ampèremètre, à ce qu'il ait une résistance interne nulle. Comme ça, la différence de potentiel entre le point A et le point C sera identique à la différence de potentiel entre le point B et le point C. Alors, dans ces conditions, je vais avoir VA moins VC, elle est égale à VB moins VC, puisque VA moins VB est égal à 0. Ça c'est l'ampèremètre idéal. D'accord? Alors, j'ai dit que l'ampèremètre, il va mesurer la valeur du courant qui passe par cette branche et puis qui passe par cette branche. Alors, j'ai intérêt à ce qu'il n'y ait pas de fuite de courant dans le voltmètre. Donc, un voltmètre idéal a une résistance interne infinie, c'est-à-dire la résistance interne du voltmètre égale à plus l'infini. Dans ces conditions, I, le courant qui va de B vers C à travers le voltmètre, c'est-à-dire à travers le voltmètre, il va être nul. Donc il n'y a pas de fuite de courant dans le voltmètre. Alors dans ces conditions, le courant qui traverse l'ampèremètre est identique au courant qui traverse la résistance. Donc j'ai intérêt à utiliser un ampèremètre idéal avec une résistance interne nulle. J'ai intérêt à utiliser un voltmètre idéal avec une résistance interne infinie. Comme ça, la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre est nulle et le courant de fuite dans le voltmètre, il est nul. Alors, dans ces conditions, la valeur indiquée par l'ampèremètre, c'est la valeur du courant qui traverse la résistance. Et la différence de potentiel indiquée par le voltmètre, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance, c'est-à-dire entre le point B et le point C. Alors, comment je vais effectuer la lecture sur l'ampèremètre? Alors, lecture sur l'ampèremètre. Alors, l'ampèremètre, c'est un instrument dans lequel il y a un cadran. Donc, vous avez un cadran avec des échelles de 0 jusqu'à une valeur maximale qu'on appelle, soit on l'appelle pleine échelle, soit on l'appelle graduation maximale.
Alors l'aiguille, elle va vous indiquer une valeur, par exemple, comme ça. D'accord? Alors, l'ampèremètre, il a plusieurs calibres. Et la pleine échelle ou bien la graduation maximale, elle correspond à la valeur du calibre. Donc, vous avez graduation maximale, elle correspond au calibre. Donc, la lecture de l'aiguille correspond au courant que vous cherchez I. Ça veut dire que I n'est autre que la lecture de l'aiguille multipliée par le calibre divisé par la graduation maximale ou bien pleine échelle. Donc ça, c'est la valeur de I. D'accord? Alors, la lecture sur le voltmètre, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que... Lui aussi, c'est un appareil qui présente un cadran ou bien qui a un cadran. Donc, vous allez avoir la lecture sur le voltmètre Alors, vous avez des échelles. Ici, vous avez le 0. Et ici, vous avez pleine échelle. Ou bien, graduation maximale. Votre aiguille, elle va vous indiquer une valeur donnée. D'accord? Alors, vous avez la lecture, elle va correspondre à la valeur de la tension que vous êtes en train de chercher. Et puis, la graduation maximale, elle correspond au calibre du voltmètre. Donc, si vous voulez, V, c'est la lecture que multiplie le calibre divisé par la graduation maximale. Ça, c'est V que vous êtes en train de mesurer avec votre voltmètre. Donc, elle est très similaire à la valeur ou bien à l'expression du courant mesuré par l'ampèremètre. Maintenant, on va passer aux incertitudes. Lorsque j'utilise un ampèremètre pour mesurer le courant dans une branche, ma mesure n'est pas exacte. Elle présente un pourcentage d'erreur. Et ce pourcentage d'erreur, il est quantifié par l'incertitude. Alors, les incertitudes, je vais distinguer deux types d'incertitudes. Alors, vous avez une incertitude due à l'appareil. C'est-à-dire, c'est une incertitude ou bien une erreur qui est due à l'appareil lui-même, qui n'est pas parfait, qui n'est pas idéal. Et puis,
une incertitude due à l'opérateur, ou bien l'expérimentateur, ou bien celui qui effectue la mesure, c'est-à-dire moi. Alors, dans le cas de l'ampère-mètre, donc j'ai pour l'ampère-mètre alors l'incertitude c'est delta I. Et ce delta I, c'est une incertitude due à l'appareil, c'est-à-dire à l'ampère-mètre, plus une incertitude delta I due à l'opérateur ou bien à l'expérimentateur. C'est une incertitude qu'on appelle une incertitude de lecture. D'accord? Alors, l'incertitude due à l'appareil, c'est la classe de l'appareil que multiplie le calibre divisé par 100. Et non divisé par pleine échelle ou bien graduation maximale. D'accord? Delta I dû à la lecture, elle est égale à quoi? C'est la plus petite graduation que multiplie le calibre divisé par la graduation maximale. Graduation maximale. Bien. De la même manière, alors, pour le voltmètre, j'ai delta V, c'est-à-dire l'erreur commise par l'ensemble des intervenants dans la prise de la valeur de la tension, c'est delta V due à l'appareil, c'est-à-dire l'erreur commise par l'appareil, l'erreur commise par le voltmètre, plus l'erreur commise par moi-même, ou bien par l'opérateur, ou bien par le manipulateur, ou bien par l'expérimentateur. D'accord? Alors, delta V de l'appareil, c'est là aussi, c'est la classe fois le calibre divisé par 100. Et delta V dû à la lecture, c'est la plus petite graduation fois le calibre divisé par la graduation maximale. Bien. Alors, ici vous avez un voltmètre. Là, je vais dessiner un ampère-mètre. Donc, vous avez 0 et vous avez un ampère-mètre.
Ici, vous avez pleine échelle ou bien graduation maximale. Donc ça, c'est une échelle. Et dans cette échelle, vous avez des graduations. Par exemple, etc. Alors, la plus petite graduation, c'est cette différence-là. Là aussi, en manipulant un ampère-mètre, vous allez avoir, donc vous avez ici une grande graduation, 1, 2, 3, 4, et puis une grande, etc. La plus petite graduation, c'est la différence entre deux petits traits, deux petits tiers, ok? C'est ça la plus petite graduation du voltmètre et la plus petite graduation de l'ampère-mètre. D'accord? Donc je continue. Alors maintenant, je vais mettre l'accent sur le rôle du rhéostat. Alors le rhéostat, regardez, donc j'ai dit que le rhéostat, il est monté en parallèle avec le générateur, E. Donc ça, c'est le rhéostat. Le rhéostat, il a une résistance totale, on va la noter RT, par exemple. OK? Alors, je vais effectuer l'échantillonnage. Donc, cette borne, ce nœud, je vais le relier à l'ampère-mètre. Et ce nœud, je vais le relier à la deuxième borne de la résistance. Donc, la question est, quelle est la tension ici que je vais appeler E'? Alors, cette résistance, la résistance, vous avez ici le point C, ici le point A et ici le point D. Alors, si vous mettez R, la résistance entre les points A et C, plus la résistance entre les points C et D, elle est égale à la résistance totale. D'accord? Si je divise partout par la résistance totale, je vais avoir R à C sur RT plus R CD sur RT est égal à 1. D'accord? Alors maintenant, cette résistance RAC, c'est une portion, c'est une partie de la résistance totale. Donc je vais la noter X fois RT. Ça veut dire la résistance entre les points A et C égale à X fois RT. Alors, par conséquent, la résistance entre C et D, elle est égale forcément à 1 moins X fois la résistance RT. Et le X, il est compris entre 0 et 1. D'accord? Alors, si le point C, c'est-à-dire ce curseur, ce C, on l'appelle le curseur, ou bien le cavalier, comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il se déplace sur un rail. Alors, si vous déplacez le point C et vous le mettez ici, vous allez avoir C, il va s'identifier à A, donc RAC est égal à 0, ce qui veut dire que X est égal à 0,
ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel pour attaquer le montage. Donc dans ce cas, forcément, vous allez avoir I égale à 0 et V égale à 0. Si maintenant le curseur, vous le déplacez jusqu'à ce point, c'est-à-dire vous le mettez en contact avec le point D, vous allez avoir RAC est égal à la résistance totale, ce qui veut dire que X est égal à 1, et dans ce cas, vous allez avoir I égale à I max, c'est-à-dire la valeur maximum du courant, et V égale à V max. D'accord? Bien. Alors, quel est l'intérêt de tout ceci? Donc, en choisissant 5 ou 6 positions entre A et D, je vais pouvoir varier la tension d'attaque du montage. C'est-à-dire, je vais faire varier la tension d'attaque du montage de quoi? De 0 lorsque le point C coïncide avec A jusqu'à E lorsque C coïncide avec D. Dans ce cas, le montage équivalent devient je vais avoir un montage équivalent alors ce montage équivalent, donc je vais avoir un générateur variable E', un ampèremètre, une résistance inconnue et un voltmètre. Alors, E', il va varier entre 0 et E. E', il est égal à 0 si x est égal à 0. Et E', il est égal à E si x est égal à 1. Donc je vais avoir 5 ou 6 valeurs d'attaque du montage qui vont me donner 5 ou 6 couples de valeurs IV. Je vais avoir I1, V1, I2, V2, I3, V3, I4, V4 et I5, V5. 5 valeurs. Bien entendu, avec le 0. Le 0, il correspond à x égale à 0. Le point O, l'origine de la courbe, il va correspondre à x égale à 0. Et cette valeur qu'on va noter I max, V max, elle va correspondre à x égale à 1. Donc, en faisant varier, ou bien en déplaçant le curseur, ou bien le cavalier entre A et D, je vais avoir 5 valeurs de x, donc 5 valeurs de E, donc 5 valeurs du courant I, avec leur réponse, c'est-à-dire 5 valeurs de V. Et je vais pouvoir tracer la caractéristique V égale à F de I. Maintenant, je remplis d'abord ce tableau et à chaque fois, lorsque je fais varier x, je risque d'avoir besoin de varier ou bien de changer le calibre. D'accord? La même chose, en faisant varier x, je peux éventuellement avoir besoin de changer le calibre de l'ampèremètre.
Donc je note les 5 valeurs du calibre, les 5 valeurs de la tension, les 5 valeurs de l'incertitude delta U, les 5 valeurs du calibre de l'ampèremètre, les 5 valeurs du courant I et les 5 valeurs de l'incertitude sur le courant delta I. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'exploitation des résultats. Elle consiste en quoi? Donc, je vais prendre un papier millimétré. Un papier millimétré. Je vais tracer 2 axes, donc exploitation des résultats. Donc je vais prendre un papier millimétré, je vais tracer un axe. Donc ici, je vais reporter les valeurs du courant. L'unité, c'est ampère. Ici, je vais reporter les valeurs de la tension. L'unité, c'est volt. D'accord? Je vais devoir choisir une échelle. Alors, pour le courant I et pour la tension V. Et je vais reporter les points sur la courbe. Donc, par exemple, je vais avoir un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième et un cinquième. Donc ça, c'est le deuxième point, ça, c'est le troisième, ça, c'est le quatrième, et ça, c'est le cinquième. Donc ici, vous avez le 0, il fait partie de la courbe. Vous avez I1, I2, I3, I4 et I5. Et bien entendu, V1, V2, V3, V4, et V5. Donc ça, c'est les valeurs expérimentales, c'est-à-dire les valeurs que j'ai tirées du tableau et qui proviennent des mesures directes de la valeur de U sur l'ampèremètre et de la valeur de V sur le voltmètre. Je vais devoir ajouter sur la courbe les incertitudes. Donc ici, je vais ajouter delta I1 sur 2. Ici, je retranche delta I1 sur 2. Là aussi, delta V1 sur 2 moins delta V1 sur 2. La même chose. Donc, je vais ajouter ce qu'on appelle les rectangles d'incertitude. Donc, et je trace des rectangles. Donc ça, c'est les rectangles d'incertitude. Vous excusez, mon schéma, il n'est pas parfait. Et puis, je vais tracer les 3 droites qui réunissent
la quasi-totalité des surfaces des rectangles d'incertitude. Donc ce qui fait, je vais avoir une première droite qui passe à peu près comme ça, et une deuxième droite qui passe à peu près comme ça. Donc je calcule la pente de cette droite, ça va être P min. Et je calcule la pente de cette droite, ça va me donner P max. C'est-à-dire la pente minimale ou bien la pente de la courbe de la droite inférieure, la pente maximale ou bien la pente de la droite supérieure. Et je vais calculer P moyenne qui n'est autre que P min plus P max divisé par 2. Ça, c'est P moyenne. Et je vais calculer delta P, c'est-à-dire l'incertitude sur la pente, qui n'est autre que P max moins P min divisé par 2. Alors, le résultat de la manip, il va se décliner sous l'écriture suivante. Donc je vais avoir P moyenne plus ou moins delta P. Moi, je cherche la résistance, la valeur de la résistance. Alors, la résistance inconnue n'est autre que la pente moyenne et l'incertitude sur la valeur de la résistance, c'est delta P. C'est-à-dire le résultat final de la manipulation est le suivant. Donc, je vais écrire R, elle est égale à quoi? Elle est égale à P moyenne ou bien la valeur donnée par la courbe, plus ou moins l'incertitude delta P. Il me reste à préciser 3 choses importantes. Donc la première, c'est que lorsque j'écris la P moyenne et delta P, le nombre de chiffres après la virgule ici dans la valeur de la pente moyenne doit être le même dans la valeur de delta P. Si ici j'ai un seul chiffre après la virgule, là je dois avoir un seul chiffre après la virgule. Si ici j'ai 2 chiffres après la virgule, ici je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Et bien entendu, pour qu'une mesure expérimentale soit complète, il me faut l'unité. L'unité. Une mesure expérimentale sans unité n'est pas correcte. D'accord? Donc je dois ajouter l'unité. Deuxième chose importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque vous voulez calculer les incertitudes sur la valeur du courant I ou bien la valeur de la tension V, alors sur un voltmètre, vous utilisez la classe en continu, c'est-à-dire la classe de l'appareil lorsqu'il mesure des courants continus. La même chose pour le voltmètre. Vous utilisez la classe en continu du voltmètre. Et la classe en continu, elle est différente de la classe en alternatif.
Troisième chose importante que j'ai oublié de dire. Alors, lorsque j'utilise un ampèremètre ou bien un voltmètre, il faut veiller à ce que l'aiguille soit au milieu du cadran. Pourquoi? Donc vous voulez mesurer par exemple une intensité I, vous avez des gradations ici, vous avez intérêt à ce que l'aiguille soit dans cette plage. Il ne faut pas effectuer une mesure avec un ampèremètre ou bien avec un voltmètre avec une aiguille qui est proche du zéro. Ici, votre appareil ne risque rien. Mais l'incertitude delta I sera très grande. D'accord? Donc, vous allez changer le calibre de telle sorte, c'est-à-dire vous allez baisser le calibre de telle sorte que l'aiguille remonte vers le milieu. Et elle soit ici, comprise entre cette limite et cette limite. Il ne faut pas que votre aiguille se rapproche de la gradation maximale. Pourquoi? Parce que ici, l'incertitude elle sera très faible, mais votre ampèremètre risque d'être endommagé. D'accord? Donc ici, l'ampèremètre, il ne risque rien, il est à l'abri, il ne peut pas être endommagé, mais l'incertitude sur le courant sera très grande. Ici, l'incertitude sur le courant sera très faible, mais l'ampèremètre, il risque d'être endommagé. Si jamais vous avez une remontée rapide du courant, l'aiguille risque de buter sur la valeur maximale, et ça endommage les ampèremètres. Et la même chose pour le voltmètre. Donc, pour avoir une incertitude acceptable, et pour ne pas courir de risque avec votre ampèremètre, il vaut mieux rester ici. Donc, je vous remercie.